Et salam alaikum, dans cette vidéo, je vais te montrer comment investir halal 10 000 euros en bourse, ok? Donc dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment transformer les 1000, 5000 ou encore 10 000 euros qui dorment sur ton compte bancaire et qui perdent de la valeur chaque année en planche à billets qui te permet de garantir ta retraite. Donc sois bien attentif et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura énormément de valeur dans cette vidéo. Et en fait, littéralement, si t'es pas prêt à rester jusqu'à la fin, bon bah je pourrais plus rien pour toi, hein. Donc reste bien jusqu'à la fin et tu vas en retirer énormément de valeur, je te l'assure, tu verras. Donc on va commencer, il y aura 5 grandes étapes à la vidéo. Donc on va commencer avec la première étape, donc qui est le profil d'investisseur, ultra important à démarrer par ça. Okay, donc il y a 3 grands types de profils d'investisseurs et je suis sûr que tu en as déjà entendu parler. Le profil prudent, le profil équilibré et le profil dynamique. Okay, et dans la méthode, ces 3 grands types de profils sont définis par différents facteurs tels que l'horizon de placement, l'âge, la sensibilité au risque, la situation personnelle ou les objectifs personnels. Et bah tout ça, laisse-moi te dire que c'est du bullshit. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais en fait, il y a une part de vérité dans tout ça, mais en pratique, c'est bien différent. Le problème, c'est qu'en catégorisant les gens, on ne comprend pas en détail leurs besoins et il arrive très régulièrement qu'une personne qui pourrait être catégorisée en tant que profil prudent aurait bien aimé une poche de risque pour pouvoir, par exemple, s'exposer aux cryptos pour différentes raisons, que ce soit accélérer sa croissance, la croissance du capital, ou juste parce qu'elle a des convictions sur Bitcoin, par exemple. Et c'est très rare de rencontrer des cas ultra théoriques de prudent ou dynamique. On est souvent dans les deux au niveau du profil, on est souvent entre les deux justement avec le profil équilibré. Mais si on fait un portefeuille générique pour tout le monde, ce ne serait pas du tout adapté car la pondération doit être adaptée en fonction des facteurs justement qu'on a vu juste en haut. Donc au niveau de l'horizon de placement, de l'âge, de la sensibilité au risque, de la situation personnelle et de l'objectif personnel. Et c'est ultra important en fait d'adapter à chaque personne parce que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins spécifiques. Et en fait, si jamais tu fais des choses génériques, bah forcément tu vas pas comprendre en détail les besoins de la personne en face. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des personnes perdent de l'argent en bourse. Il y a d'autres raisons qu'on va aussi voir dans cette vidéo. Mais l'une des raisons, c'est aussi parce qu'elles ont un portefeuille ultra générique. Genre, ils mettent tout en ETF et bon bref. Et donc voilà. On va passer à la deuxième, donc c'est les comptes d'investissement. Donc on va ouvrir tes comptes d'investisseur, le compte d'investisseur. Bon, en tant que musulman, tu vois, on va pas pouvoir ouvrir des comptes fiscalement intéressants en France en tout cas, surtout qu'en plus la majorité en fait des personnes que j'accompagne, elles n'ont pas pour but de rester, enfin, les musulmans en tout cas, ils n'ont pas pour but de rester en France durant l'entièreté de leur vie. Donc au final, les comptes fiscalement avantageux, bah, ils vont pas être extrêmement avantageux pour quelqu'un qui va partir de la France, qui va pas rester en France en fait. Ok. Donc je vais quand même te les présenter, hein. Il y a le PEA donc que tu connais certainement et l'assurance vie. En fait, le PEA, l'avantage, c'est quoi? C'est que après 50, tu n'as plus d'impôt sur le revenu. Donc, l'impôt sur le revenu sur la flat tax, donc ça va être 12,6%. Et donc, en fait, tu es exonéré de 17,2% d'impôt à ce niveau-là. Donc, c'est très, très intéressant. Okay, ensuite, on va avoir l'assurance vie. Donc l'assurance vie, après 8 ans, tu n'as plus d'impôt sur le revenu également, donc c'est également 17,2. Et tu auras également un abattement, ce qu'on appelle du coup le disposition d'abattement des 100 000 euros, bah, lui, il va être à 152 000 euros. C'est-à-dire que tous les 15 ans, tu vas pouvoir léguer 152 000 euros de ton assurance vie à tes héritiers, c'est-à-dire à tes proches enfants et parents. Ok, et donc au lieu que ce soit 100 000 euros, bah, ce sera 152 000 euros. Aussi, il y a un désavantage sur le PEA qu'on ne parle pas souvent, ce qui je pense qu'il est assez méconnu, c'est le fait que en fait, au niveau de la succession, bah, il y a pas de purge au niveau de la plus-value, contrairement à une assurance vie, par exemple, ou un CTO. Et donc au niveau du PEA, il y a pas de purge de la plus-value. Donc si jamais, bah, tu venais à mourir et que justement il restait, par exemple, je sais pas moi, il restait 50 000 € que tu avais pas, fait le dispositif d'abattement, des 100 000 € à ce niveau-là, bah, en fait, tu as purgé tes plus-values à ce niveau-là et donc c'est vraiment pas intéressant, pour le point de vue de la succession, également au niveau du PEA. Donc en fait, je vais également t'expliquer aussi d'autres raisons pour lesquelles le PEA et l'assurance vie sont pas faits pour le musulman et qu'on va pas pouvoir avoir des comptes fiscalement intéressants, nous déjà de base en fait. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que le PEA est uniquement, on est uniquement limité, en tant que musulman toujours, à des actions individuelles européennes et qui doivent être halal. En fait, la majorité des ETF que tu vas y rencontrer sont en réplication synthétique, c'est-à-dire via des contrats dérivés, ce qui est haram en islam. Et en plus de ça, ils ne sont pas halal. Il y a zéro ETF qui est Sharia compliant sur le PEA. Que tu regardes à des ETF CAC 40, etc., il n'y en a aucun qui va être Sharia compliant. Donc ça sert à rien d'aller sur le PEA. Si tu veux faire de l'action individuelle européenne, ça peut être intéressant. Si jamais tu comptes rester en France sur voilà, un horizon de temps de 20 à 30 ans. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que ce sera uniquement pour les actions individuelles européennes en plus. Donc voilà, faut voir qui doivent être halal. Bon après ça, il y en a certains, il y en a beaucoup hein, des actions halal, donc c'est pas ça qui manque. Mais voilà. Et du coup, pour ce qui est de l'assurance vie halal, il en existe
il en existe en fait et le gros problème, c'est que ça avantage les sociétés qui la proposent, donc type Lina Finance, 170 Easy et cetera, enfin les assurances vie halal, je parle, plutôt que les investisseurs, tout simplement à cause des différents types de frais. Je t'invite, si tu veux creuser le sujet, à regarder la vidéo que j'ai fait à propos des frais et de pourquoi les professionnels se jouent de toi concernant tes finances. Voilà. Donc je te mets la vidéo là, je vais essayer de la mettre en description. Mais de toute façon, tu vas sur mon profil et c'est juste la vidéo juste avant celle-ci. Donc comme ça, tu vas pouvoir la voir et tu vas vraiment comprendre pourquoi en fait les professionnels se jouent de ton manque de connaissances dans les produits financiers pour pouvoir te facturer des frais qui vont être exorbitants. Et donc en fait, tu vas vraiment comprendre c'est quoi l'enjeu en fait d'apprendre soi-même et le fait de faire soi-même aussi, d'être autonome. Parce que bon, avoir un conseil qui, bon bref, tu verras, tu regardes la vidéo, tout est bien détaillé et je t'explique tous les types de frais et cetera. Même c'est très intéressant si jamais tu veux développer ta culture personnelle au niveau des différents frais d'investissement, des différents produits d'investissement également qui existent. Parce que je passe un peu en revue les fondamentaux pour bien comprendre les enjeux. OK? Et donc la seule vraie alternative vraiment intéressante du point de vue de l'investisseur musulman toujours, ça va être le CTO, donc le compte titre ordinaire, on appelle ça. En fait, c'est grosso modo des courtiers en ligne qui ne bénéficient pas des avantages fiscaux qu'on a cités juste avant. Donc c'est typiquement les comptes que tu vas retrouver, genre Trade Republic. On va également avoir tout ce qui est DeGiro, Interactive Broker, etc. Et du coup, cependant, les classes d'actifs et les actifs disponibles via CTO sont littéralement quasiment illimités, ils sont énormes. Il y a toutes les classes d'actifs inimaginables en fait. Il y a des sous-coups, il y a de l'ETF halal, il y a des actions individuelles halal de tous les pays, du Japon, de l'Europe, des États-Unis, partout dans le monde. Et bien sûr, il faut bien choisir son CTO parce que si jamais tu choisis un mauvais CTO, tu vas pas avoir énormément de choix. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire une bonne due diligence pour choisir son courtier en ligne. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Si jamais tu veux que je te fasse une vidéo sur comment choisir un bon courtier en ligne et que j'aille en détail vraiment sur ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je vais pouvoir faire une vidéo sur ça, Inch'Allah. Ok. Ensuite, troisièmement, on va avoir la diversification qui est extrêmement importante, mais un peu sous-cotée quand même. Parce qu'on voit souvent des personnes justement sur les réseaux parler de mettre en ETF, voilà, mais sur cet ETF, il va faire 15% l'année, etc. Alors c'est bien beau, hein, mais bon, il faut quand même diversifier, c'est ultra important. Et du coup, tout ça, ça mène au troisième point, le fait d'avoir un CTO et d'avoir beaucoup de classes d'actifs disponibles de manière halal, enfin, toutes différentes classes d'actifs halal disponibles justement sur CTO. Ça va emmener au troisième point qui est la diversification justement d'actifs et de classes d'actifs. Parce que la diversification, c'est pas uniquement diversifier au niveau de tes classes d'actifs, c'est très bien, mais c'est également diversifier au niveau de tes actifs. Et comment tu diversifies tes actifs? C'est en prenant d'autres actifs forcément, et également diversifiant de manière géographique et sectorielle. Et donc ça te permet justement d'avoir différentes diversifications au niveau de ton portefeuille, ce qui va permettre de réduire justement les différents types de risques et permettre d'harmoniser ton portefeuille en fonction de ton profil d'investisseur. Et du coup, les différents types de risques financiers, en tout cas, on ne va pas parler d'autres risques, ils vont se décomposer en 8 types bien distincts. Donc, on va avoir le risque de marché, donc les fluctuations de la bourse, typiquement, ça va être le risque de marché. Le fait que la volatilité, en fait, ça va vraiment être la volatilité, le risque de taux d'intérêt. Donc là, ça va vraiment être plus pour les obligations, etc. C'est le fait que les taux d'intérêt vont descendre et donc forcément que ton obligation à toi va perdre en valeur. Si jamais les taux d'intérêt montent, ton obligation va perdre en valeur. Si jamais les taux d'intérêt descendent, ton obligation va prendre en valeur. De toute façon, nous, ça ne nous intéresse pas étant donné qu'on est musulman et donc on ne va pas investir dans des obligations comme ça. Nous, on va investir plutôt dans des sukuk et qui vont être corrélés, bien sûr, ils vont être corrélés au taux d'intérêt, tout simplement parce que vu que c'est des classes d'actifs qui vont être similaires, vont avoir les mêmes impacts macroéconomiques voilà, au niveau des fluctuations, quoi, au niveau du risque de marché. Mais à ce niveau-là, ça va être un peu différent aussi également au niveau de la structure et de comment en fait c'est fait finalement. Et donc c'est aussi ça que l'enjeu qui a changé. Ensuite, on a le risque de change, donc le risque de devise. Par exemple, demain, si tu investis dans un ETF en USD, il faut être conscient du risque de change et du risque de devise. Ça peut affecter ta performance également si jamais tu fais des transactions assez régulièrement. Okay. Ensuite, on a le risque de liquidité, donc le fait qu'il n'y ait pas de contrepartie en face pour vendre ce que tu as acheté toi. Ensuite, on a le risque de crédit, donc là, ça va être plutôt la solvabilité alors d'un État, d'une entreprise et également des fonds d'investissement. On en parle peu, mais un fonds d'investissement, ce qu'il va faire, c'est également faire ce qu'on appelle du short selling. Ça veut dire qu'il va proposer de pouvoir vendre à découvert les produits financiers qu'il propose. Et donc, après, sur les produits financiers non islamiques, je parle parce que sur les produits financiers islamiques, bien sûr, on n'aura pas de short selling parce qu'il est audité par un shariah, etc. Bref, après, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais enfin bref, du coup, au niveau du risque de crédit, c'est ça va être également affecté par les sociétés d'investissement qui ont proposé du short selling et donc du crédit, entre guillemets. Enfin bref, on va pas rentrer dans le détail, mais du coup, c'est un risque également à prendre en compte quand tu investis. C'est ultra important. Ensuite, on a le risque de contrepartie. Alors,
le risque de contrepartie, il revient un peu au risque de liquidité, c'est de ne pas avoir de contrepartie en face. Enfin, c'est pas le fait de ne pas avoir de contrepartie en face, mais c'est la confiance que tu vas avoir en cette contrepartie en face. Donc en fait, je m'explique. Donc aujourd'hui, sur les marchés réglementés, il y a ce qu'on appelle une chambre de compensation. Donc c'est là où en fait un acheteur et un vendeur vont pouvoir faire le règlement de livraison, c'est-à-dire régler le mec qui vend et également livrer la personne qui achète. Ok. Et donc en fait, ce risque de contrepartie là, il insinue que si jamais tu es sur un marché qui va être non réglementé et donc qui va pas avoir ce système de chambre de compensation qui va permettre de limiter les risques, justement le risque de contrepartie, bah, en fait, tu vas te retrouver avec ce risque-là qui est que la personne en face peut ne pas te livrer l'actif ou ne peut ne pas te payer si jamais tu le vends. Et donc c'est ça aussi, c'est ça le risque de contrepartie grosso modo. Ensuite, on a le risque de solvabilité. Donc là, ça revient un peu au risque de crédit, c'est un peu la même chose, mais c'est juste que c'est un peu différent. C'est vraiment spécifique aux entreprises de bancaires plutôt. Enfin bref. Ensuite, on a le risque systémique. Donc là, le risque systémique, c'est pour que ça affecte toute l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si jamais, par exemple, il y a une crise bancaire aux États-Unis, comme on l'a vu en 2008, eh ben, ça va affecter toute l'économie mondiale. Ouais, et du coup, c'est ça le risque systémique. Ok, bon, j'ai passé un peu rapidement sur ces types de risques parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, le but de la diversification, c'est de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, donc de limiter tous ces types de risques-là. Ok. Donc, je t'ai mis une petite image pour représenter. Donc là, par exemple, tu as du cash. Là, tu auras un petit peu d'immobilier. Là, tu auras un peu de crypto. Là, tu auras de la bourse, typiquement. Et là, œuvres d'art et produits de biens divers. Alors, bon, ça dépend. C'est type montres, art de luxe, matières premières, etc. Alors, ça va vraiment dépendre de ton profil de risque, encore une fois. C'est pas tout le monde qui va investir dans les produits de biens divers. Enfin, bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là, c'est un peu plus complexe. Ensuite, ultra important, quatrièmement, ça va être investir selon l'avis juridique. Et oui, en tant que musulman, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On va être encadré par des règles de fiqh établies par des savants. Le but du jeu, c'est que pour chaque classe d'actifs, tu puisses choisir l'avis juridique que tu décides de suivre. Pour te donner un exemple assez simple au niveau des actions en bourse, il existe deux avis. L'avis de l'AA ou IFI, donc c'est l'organisation de comptabilité et de finances de manière internationale, et ça met justement grâce à leur charia standard que tu vas voir juste là, des normes comptables et financières concernant les entreprises, des institutions financières islamiques. Voilà. Ensuite, on a l'avis du Majma' al-Fiqh al-Islami, donc là c'est un conseil de savants indépendant international également, à ce niveau-là où ils vont également discuter de sujets de fiqh. Ok. Donc voilà, du coup, par exemple, pour donner ces deux avis-là au niveau des actions, et voilà, tout simplement. Et le but, justement, c'est de prendre 1 à 2 heures pour regarder les sources et prendre ta décision avec laquelle tu es le plus à l'aise. Et j'aimerais souligner le fait qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Vraiment, à partir du moment où un ou plusieurs savants ont fait un effort de ijtihad sur un sujet bien précis, il n'y a pas de mauvais avis. Comme je le vois justement souvent, c'est juste un manque de compréhension de la part de ces gens-là, justement, sur le fonctionnement du fiqh. Mais il n'y a pas, à partir du moment où il y a eu un effort de réflexion et où il y a plusieurs avis juridiques, qui sont d'ailleurs reconnus par les différents pairs. Donc c'est pour ça également que ces gens-là, eh ben, ils comprennent pas très bien le principe du fiqh en fait. C'est ça, c'est juste des débats, c'est le fait de faire des efforts de réflexion pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes modernes, justement quand on rencontre les musulmans. Enfin bref. Après, bien sûr, il y a quelques éléments, notamment à prendre en compte, comme la réputation du shir. Tu vas plus écouter un shir qui a étudié à Médine plutôt qu'un autodidacte, par exemple, ça va de soi. Ou encore, si cet effort de ijtihad est collectif ou individuel, dans le cadre des actions, les deux fatwas sont collectifs et ensuite d'autres savants viennent apporter leur avis. C'est généralement ce qui se passe au niveau de l'avis de la Aouifi ou du Majma' al-Fiqh al-Islami. C'est-à-dire que les deux, c'est collectif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs savants qui ont participé justement à l'effort de réflexion de ces deux avis-là. Et ensuite, il y a des savants justement qui vont pouvoir se positionner en fonction de l'avis qu'ils décident de suivre. Il y a également des sociétés de sharia board, etc., des sharia board indépendants qui vont permettre de se positionner sur quel avis ils décident de suivre pour mettre les normes comptables et financières sur les sociétés financières dont elles font l'audit. Ok. J'espère que c'était un peu clair. Et nickel. Ensuite, on va passer à la dernière, le cinquième et le dernier, ce qui va être la patience. J'ai mis patiente, mais voilà, c'est la patience, quoi. En gros, c'est vraiment le fait d'attendre. Et en fait, l'investissement, ce n'est pas de l'enrichissement sur le court terme. Si tu veux ça, laisse-moi briser tes rêves concrètement. Allier simplicité de l'investissement et enrichissement rapide est tout simplement impossible. Ok. Je vais même le mettre en gras, je vais le souligner. C'est tout simplement impossible. Soit tu t'enrichis rapidement et tu vas en chier, c'est-à-dire que tu vas bosser dur, ou alors tu décides d'épargner ton argent pour qu'il travaille pour toi et dans ces cas-là, tu patientes et c'est du long terme. Et bien sûr que tu peux faire les deux en même temps, c'est ce que je te recommande d'ailleurs.
c'est à la fois de bosser dur pour avoir de l'argent et ensuite l'investir pour le garder et le faire fructifier. Et je terminerai par une citation justement de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs contemporains qui gère plus d'un demi-trilliard et qui justement euh, va, vers mon idée, va vers ce que je dis là en ce moment. Le fait que en fait, les marchés financiers transfèrent l'argent de l'impatient vers le patient, hein, n'importe quel marché. Si jamais tu es là pour du long terme, il y a peu de chances que justement tu perdes de l'argent. Parce qu'en fait, quand tu regardes les cours sur du 20, 30 ans, il n'y a aucune raison que tu perdes de l'argent si jamais tu es là vraiment pour du 20 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Enfin bref, si jamais tu es là pour du long terme, il n'y a aucune raison que tu perdes de l'argent étant donné que, en fait, justement, tu sais ce que tu fais, tu as une stratégie bien définie pour du long terme et en fait, tu patientes. Et en fait, les gens, la plupart des gens, 99% des gens qui boursicotent en bourse, d'ailleurs, ce terme boursicoter, enfin bref, on pourra en parler pendant des heures, ce terme-là, en fait, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont essayer de trouver des actions qui vont faire fois 1000, la licorne qui va faire fois 1000, sauf que c'est vraiment pas la solution pour faire de l'argent grâce à l'investissement. Si jamais tu veux faire de l'argent rapide, bah, c'est très bien, bah, il faut juste bosser dur. Tu bosses dur, tu apportes vraiment beaucoup de valeur à l'économie, et comme les entreprises en fait. Tu apportes beaucoup de valeur à l'économie et forcément, du coup, tu auras un retour sur investissement. C'est logique. Mais par contre, si jamais tu veux investir ton argent pour le long terme, pour avoir voilà, de l'enrichissement simple, c'est-à-dire juste tu mets et tu mises justement sur des sociétés, tu mises sur de l'immobilier, etc. Tu mises sur des classes d'actifs. Et ben, en fait, bien sûr, il y aura la simplicité, le fait d'investir, etc. Mais ce sera pas rapide parce que justement, les marchés fluctuent, comme on l'a vu au niveau des différents types de risques, surtout le risque de marché là, dans ce cas-là, vu qu'on en parle. Et c'est pour ça justement que en fait, le marché transfère l'argent de l'impatient vers le patient. Ok, du coup, je vais finir sur ça. Et du coup, moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo si jamais ce contenu te plaît. Et donc, moi, je te dis ciao. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.